Bienvenue dans cette analyse de 1984, le chef-d'œuvre de George Orwell. Aujourd'hui, on va disséquer ensemble l'anatomie d'un monde totalitaire, un système qui a été pensé dans les moindres détails pour anéantir l'esprit humain. Voilà, tout commence avec ça. Les 3 slogans du parti. C'est la porte d'entrée en Océania. Et ce n'est pas juste paradoxal, non. C'est le fondement même d'un monde où absolument tout ce qu'on pense savoir est inversé, retourné, pour servir un pouvoir absolu. On démarre donc notre exploration à Londres. Enfin, ce qu'il en reste. Une ville grise, en ruine. Au milieu de tout ça, seuls 4 bâtiments immenses se dressent, des sortes de forteresses. Ce sont les ministères. Et partout, sur chaque mur, le même visage qui fixe les passants, celui de Big Brother. Il faut s'imaginer un écran dans chaque appartement, chaque bureau, qui non seulement diffuse la propagande du parti, mais qui observe en retour. C'est ça le télécran. L'œil du parti qui ne se ferme jamais, qui scrute en permanence, assurant une obéissance totale par la simple peur d'être vu. Et dans ce monde, même les pensées sont surveillées. La moindre expression faciale qui trahit un doute, la moindre pensée qui sort du rang, c'est un crime par la pensée. Et pour ça, il y a la redoutable police de la pensée. Même les enfants sont des espions potentiels, dressés à dénoncer leurs propres parents. Personne, absolument personne, n'est à l'abri. Mais alors, comment le parti arrive-t-il à maintenir un contrôle aussi total ? La peur, bien sûr, mais ça ne suffit pas. On va voir maintenant les mécanismes, à commencer par une structure gouvernementale qui est un vrai chef-d'œuvre de manipulation. Regardons d'un peu plus près. Le ministère de la Paix, eh bien, il fait la guerre. Le ministère de l'Abondance, lui, il organise la famine. Le ministère de la Vérité, il passe son temps à mentir et à réécrire l'histoire. Et le meilleur pour la fin, le ministère de l'Amour, c'est la contorture. Le nom de chaque ministère est l'exact opposé de sa fonction. C'est la première étape pour tordre la réalité elle-même. Et pour aller plus loin, le parti s'attaque à la langue elle-même. C'est la novolangue. L'idée est simple, réduire le vocabulaire. En supprimant des mots, comme liberté par exemple, on finit par supprimer le concept même. Si on ne peut plus le nommer, comment y penser ? L'orthodoxie, c'est de ne pas penser. Ça, c'est la devise du ministère de la Vérité, là où travaille le héros du livre Winston Smith. Son travail, c'est quoi ? C'est de réécrire le passé. Chaque jour, il modifie d'anciens articles de journaux, il efface des gens sur des photos. Tout ça pour que les archives du passé correspondent toujours, au mot près, à ce que le parti affirme aujourd'hui. Le parti ne cherche pas à supprimer les émotions humaines. Non, c'est bien plus pervers. Il les utilise, il les canalise. Avec des rituels comme les 2 minutes de la haine, toute la colère, toute la frustration des gens est détournée vers un ennemi public. Et cette haine collective se transforme en une adoration presque mystique pour Big Brother. Et pourtant, dans cet univers d'oppression totale, l'acte de rébellion le plus puissant qui soit, c'est parfois juste un simple acte humain. Pourquoi le parti s'acharne-t-il autant sur l'amour, sur le désir ? Parce que l'amour crée une loyauté privée. Une loyauté qui n'est pas dirigée vers le parti, mais vers une autre personne. Et ça, c'est un monde intérieur qui échappe totalement à son contrôle. C'est intolérable pour lui. C'est pour ça que pour Winston et Julia, leur liaison, c'est bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'est un acte politique, un crime sexe, comme ils disent. C'est un acte de rébellion conscient, une affirmation de leur individualité contre le système qui veut les broyer. Winston est convaincu que s'il y a un espoir, un jour, de renverser le parti, il ne viendra pas des membres du parti comme lui, non. Il viendra des prolétaires, cette masse de 85% de la population que le parti ignore et méprise, mais qui a gardé ses émotions, sa vitalité, son humanité en quelque sorte. Mais toute rébellion est écrasée d'avance. Tous les dissidents, sans exception, finissent au ministère de l'Amour. Et là-bas, on ne les tue pas, on les rééduque. Et au plus profond de ce ministère, il y a une pièce dont tout le monde a entendu parler, la salle 101. Ce n'est pas une salle de torture ordinaire. Elle contient, pour chaque prisonnier, la pire chose au monde. Et cette chose est unique pour chacun. C'est la peur la plus profonde, la phobie la plus viscérale, utilisée comme une arme pour anéantir ce qui reste de l'individu. Mais pourquoi ? Pourquoi une telle cruauté ? Un tel système ? Quel est le but final de tout ça ? La réponse, donnée à Winston par son propre tortionnaire, O'Brien, est d'une simplicité terrifiante. Voilà, la réponse. Contrairement aux dictatures du passé, qui justifiaient leurs actions par une idéologie, un bien supérieur, le parti, lui, est brutalement honnête. Il ne veut pas le pouvoir pour quelque chose. Le pouvoir est une fin en soi. Point.
Le vrai pouvoir, explique O'Brien à Winston, ce n'est pas de faire souffrir quelqu'un. Le vrai pouvoir, c'est de contrôler son esprit, de lui faire rejeter l'évidence de ses propres sens. Le pouvoir, c'est de pouvoir dire que 2 et 2 font 5 et de faire en sorte que les gens le croient. Et en forçant Winston à voir, à accepter, à croire que 2 et 2 font 5, le parti ne fait pas que le soumettre, il prouve sa domination absolue sur la réalité elle-même. Et c'est là qu'intervient la salle 101. Confronté à sa phobie absolue, les rats, l'esprit de Winston craque complètement. Pour se sauver, il hurle la seule chose qui lui reste à trahir, sa dernière parcelle d'humanité. Il crie « Faites-le à Julia ». À cet instant, tout est fini. Le processus est terminé, Winston est guéri. Il est vide, et à la fin, il aime Big Brother. Sa défaite est totale, absolue. Et c'est précisément là que l'avertissement d'Orwell devient si puissant pour nous aujourd'hui. Pensez-y, tous ces mots, Big Brother, novlangue, crime par la pensée, même l'adjectif orwellien, ils sont sortis du livre pour entrer dans notre vocabulaire de tous les jours. On les utilise constamment pour décrire des dérives bien réelles de notre monde. C'est ça, l'image de l'avenir selon le parti. Pas un monde meilleur, pas une utopie, juste l'oppression pour l'oppression. Une botte qui écrase un visage, encore et encore, éternellement. C'est une vision d'un nihilisme absolu. Au fond, la grande force de 1984, c'est que le livre ne nous demande pas si ce futur va arriver un jour. Il nous pousse plutôt à nous demander quelle partie de ce monde, la surveillance, la manipulation du langage, la réécriture du passé, sont déjà là, autour de nous. Et face à ça, que fait-on pour préserver ce qui nous rend humains ?